en 1964, alors que le modèle standard de la physique des particules n'est pas encore complètement posé. François Englert, Robert Brout et Peter Higgs postulent que pour que certaines particules aient une masse, ce qui est constaté empiriquement, eh bien, il est nécessaire d'ajouter un champ incarné par une particule précise, le boson de Higgs-Englert-Brout, qui donnerait leur masse donc à certaines particules et pas à d'autres. Petit à petit, ce modèle standard s'est non seulement imposé, mais toutes les particules qui le composent ont été découvertes une à une dans des accélérateurs et des collisionneurs. Au fil du temps, il finit par n'en manquer qu'une seule jusqu'en 2012, grâce à un nouvel équipement, le LHC, le grand collisionneur de hadrons du CERN et deux expériences Atlas et CMS, le 4 juillet 2012 donc. I think we have it. You agree? Yeah. La joie du directeur général du CERN ce matin à Genève, Rolf Günther-Müller, a confirmé la découverte d'une nouvelle particule subatomique qui pourra être le boson de Higgs. La particule de Dieu semble plus que jamais à portée de main. Et dès ce milestone, c'est une étape avec laquelle je pense que nous pouvons tous être très fiers, tous être heureux. Mais c'est le début, on ressent. Et je pense aussi qu'il y a une implication majeure pour l'avenir. Et cela arrive au bon moment. Nous pouvons être très très optimistiques. Merci. L'émotion de Peter Higgs est intense. Pour le physicien britannique de 83 ans, c'est une reconnaissance. Le boson qui porte son nom n'était pas qu'illusion, et la nouvelle particule découverte est compatible avec lui. I'm rather surprised. Je suis vraiment stupéfait. Je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant, ou que cela puisse arriver de mon vivant. Au début, il y a plus de 40 ans, les gens n'avaient aucune idée de où il fallait chercher. People had no idea about where to look for it. Voilà la voix de Peter Higgs en 2012 qui voit bien arriver la réalité, l'observation de la particule qu'il avait co-prédite 48 ans plus tôt, une réaction à cette annonce, l'une et l'autre, Stéphanie Bosseron. Oui, c'était quelque chose de vraiment intense de voir qu'on avait réussi à finaliser cette découverte. Et effectivement, l'émotion de Peter Higgs était particulièrement sincère, ainsi que François Eckert, qui était également présent. Mm. Elisabeth Petit. Oui, c'est aussi des souvenirs avec pas mal d'émotions, parce que ça avait été très intense pour tous les chercheurs quelques jours avant, et là, on découvrait enfin cette découverte, donc de très bons souvenirs. Comment expliquez-vous l'une et l'autre qu'il ait fallu autant de temps? Pourquoi est-ce que ça a été difficile, 48 ans, entre la prédiction et l'observation, Stéphanie Bosseron? En fait, on n'avait pas les machines qui nous permettaient d'accéder à de telles énergies avec une probabilité de production tellement faible qu'il fallait qu'on multiplie les collisions. On a commencé à le chercher depuis les années 70 pour essayer de le trouver, mais à chaque fois, les machines se heurtaient à la limite de la puissance qu'elles pouvaient fournir. Et il a fallu attendre vraiment le LHC pour réussir à en produire quelques-uns et du coup à les détecter. Mhm. Quelque chose à compléter sur ceci, Elisabeth Petit, parce qu'effectivement, on l'a longuement cherché. On peut même ajouter pour l'anecdote que finalement, au LHC, on l'a trouvé presque plus rapidement que ce qu'on imaginait. Oui, effectivement, on l'a trouvé plus rapidement que prévu. Et en fait, une chose aussi, c'est que quelque chose qui n'était pas prévu par la théorie, c'est la masse pour ce boson de Higgs, qui fait qu'en fait, au début, on ne savait pas où chercher. Et donc, voilà, c'est au fur et à mesure, comme disait Stéphanie, qu'on a eu des machines de plus en plus puissantes, qu'on a pu le voir. Et c'est vrai qu'au final, au LHC, on savait qu'on allait découvrir quelque chose. On ne savait pas si ce serait le boson de Higgs ou si ce serait quelque chose, mais voilà, enfin, on avait quand même des certitudes qu'il y avait quelque chose qui serait découvrable au LHC. Ouais. On peut même dire en quelque sorte que le LHC a été construit pour découvrir le boson de Higgs. C'était Elisabeth Petit. En partie, alors pas seulement, mais il y a une partie dans la conception justement des qu'on appelle les détecteurs, donc, qui va permettre de voir les particules qui ont vraiment, enfin le boson de Higgs a servi de modèle pour faire le design de ces détecteurs. On va parler donc de cet anniversaire de ses 10 ans, et on fait un petit retour dans le temps au moment où on a postulé son existence en 1964. France Culture.
La méthode scientifique, Nicolas Martin. Retour donc en 1964 avec Stéphanie Beauceron et Elisabeth Petit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Stéphanie Beauceron, où on en est à ce moment, donc en 64, au moment où Peter Higgs, on pense souvent à lui, mais il faut rappeler qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait avec lui François Englert et Robert Brout. Qu'est-ce qu'on sait exactement des particules élémentaires à cette époque-là? En fait, on se pose des questions parce que il y a une multitude de particules qui viennent d'être découvertes, mais on s'attend à ce qu'il y ait une structure, une sous-structure complémentaire. Et cette sous-structure, qui sont des quarks, que maintenant on comprend et on travaille avec, elle n'était pas complètement théorisée à l'époque. Donc on voyait des choses apparaître et des choses qui pouvaient être classifiées d'une certaine manière, donc qui sous-entendait une structure sous-jacente, mais on n'en était pas encore complètement certain à l'époque. On peut dire, pour résumer à grands traits, alors on va évidemment vous renvoyer aux émissions précédentes que nous avions faites sur la physique des particules, mais grosso modo, on classait les particules élémentaires en deux grandes catégories, les fermions d'une part, qui sont la matière, et les bosons de l'autre. Elisabeth Petit, vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont ces deux grandes catégories de particules? Oui, c'est toujours le cas. Donc, effectivement, donc, si on descend vraiment au cœur de la matière, on va avoir les particules, les briques, si je puis dire, de matière, qui sont les fermions, et les bosons, qui, elles, sont des particules qui permettent les interactions entre ces fermions. Donc, le boson le plus connu, c'est le photon, et c'est le photon qui va permettre de propager l'interaction électromagnétique. Donc, par exemple, quand on met quelque chose en métal dans un champ magnétique et que c'est dévié, en fait, au niveau macroscopique, c'est des photons qui sont échangés. Donc, voilà, donc les fermions, c'est vraiment les toutes petites, plus petites briques de petits Lego de la matière, et les bosons, ce sont les particules qui sont échangées entre elles. Les bosons sont donc les vecteurs des grandes forces qui régissent le modèle standard de la physique. On les rappelle, hein, l'électromagnétisme, l'interaction forte, l'interaction faible. Et Stéphanie Beauceron, du coup, pourquoi est-ce qu'il manquait? Qu'est-ce que postulent exactement Braut, Engert et Higgs quand ils postulent l'existence de ce boson ou de ce champ de Higgs? Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi il manque finalement cette particule, ou en tout cas cette interaction-là, dans le modèle standard de la physique? Donc en fait, quand tout a été théorisé, le modèle standard ne donnait pas de masse aux particules. Sauf que, de par expérience, on savait que les particules avaient une masse parce qu'elles ne voyagent pas toutes à la vitesse de la lumière. Donc on le sait fortement par expérience qu'elles étaient présentes. L'avantage du terme rajouté par messieurs Brut, Englert et Higgs, c'est que ça ne changeait rien aux interactions que l'on était en train de dessiner, etc. Par contre, ça permettait à ces particules d'acquérir une masse. Donc c'était vraiment un rajout à la théorie qui donnait la masse, qui est quelque chose de manquant, mais en même temps sans venir toucher la théorie qui est à l'heure actuelle très fortement testée et fonctionne parfaitement bien. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on dit, c'était le terme le plus élégant pour donner la masse à ces particules. Alors, si on va revenir et on va essayer d'expliquer, de bien comprendre tout ça. Pour ça, Stéphanie Beauceron, il faut revenir au tout premier instant de l'univers, parce que le boson, en fait, c'est l'incarnation de quelque chose de plus large en physique des particules qui s'appelle un champ. Tout champ est incarné plus ou moins par une particule qui en est la conséquence, en quelque sorte. Le boson de Higgs est la conséquence du champ de Higgs. Qu'est-ce que c'est que ce champ de Higgs et pourquoi on a besoin de lui? Alors, le champ de Higgs, c'est vrai que c'est ce qui nous entoure partout et c'est ce qui va permettre du coup de donner la masse aux particules quand les particules vont interagir avec le boson de Higgs. Il y a une analogie que j'utilise et qui est généralement facilement compréhensible pour les gens si on considère que le champ, c'est un nombre de personnes uniformément réparties dans un cocktail. Et à l'entrée de la salle du cocktail apparaît, on va dire, Mbappé comme personnalité, ou Albert Einstein, ou Albert Einstein, voilà, ou Madonna. Bon bref, vous choisissez qui vous voulez. Quand cette personnalité va essayer de franchir ou d'avancer dans cette salle de cocktail pour aller servir un verre ou quelque chose,
elle va être rejointe par d'autres personnes qui vont du coup ralentir son déplacement. Et du coup, cette personnalité acquiert une masse. Et c'est comme ça que fonctionne le champ de Higgs, entre guillemets. Quand une particule va venir le traverser, elle va interagir avec ce champ et du coup, elle va obtenir une masse. C'est comme ça qu'on décrit les masses. Hmm. Elisabeth Petit, est-ce que vous avez une autre analogie ou est-ce que vous voulez compléter pour qu'on comprenne bien l'importance et la différence qu'il peut y avoir entre le champ de Higgs et le boson de Higgs? Alors, oui, oui, cette analogie est très bien. Une que j'aime bien aussi, c'est de comparer ce champ à un champ de neige. Donc, si vous marchez dans la neige, vous allez avoir du mal à progresser. Si vous avez des skis, vous allez moins interagir avec le champ de neige et là, vous allez sentir vous plus léger. Et puis, si vous avez un parapente, vous allez voler au-dessus du champ, vous n'allez pas du tout interagir avec lui. C'est comme si vous aviez pas de masse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le boson de Higgs, c'est une espèce de boule de neige qui roule dans le champ de neige et qui grossit elle-même au fur et à mesure. Donc, hmm. Voilà, ce qu'il faut juste d'autres analogies. Voilà, très bien. Donc, elles sont très bien ces deux analogies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, toutes les particules, chacune des particules interagit d'une manière différente avec ce champ de Higgs et acquiert une masse différente, ce qui fait que par exemple les photons n'interagissent pas, ils n'ont pas de masse, mais d'autres particules très lourdes interagissent beaucoup et ont beaucoup de masse, Stéphanie Bosseron. Oui, tout à fait. Par exemple, une des dernières particules avant le boson de Higgs qui a été découverte, c'est le quark top. Le quark top a une masse à peu près de 172 GeV. Alors, GeV, c'est notre unité à nous standard, gigaélectronvolt, un gigaélectronvolt, mais c'est la plus lourde des particules. Et pour vous donner un ordre d'idée, le quark U, donc, qui est également un quark donc, de la même famille, le quark up, voilà, le quark up, il fait que quelques gigaélectronvolts. Donc, il y a un facteur plus grand que 100 entre deux différentes particules. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend pas vraiment. Même si on est capable maintenant de comprendre la valeur de la masse, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces masses sont radicalement différentes. Ça vient des couplages qui sont différents au champ de Higgs, hein, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Parce qu'après tout, dans nos particules, on aime bien avoir toute une série de symétries entre ces différentes particules. Et là, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas réellement respecté. Alors, on va vous remettre, hein, si vous ne l'avez pas en tête, effectivement, ce tableau des particules élémentaires sur notre fil Twitter, et vous allez voir effectivement que ce tableau est très symétrique et que cette symétrie est importante. Et d'ailleurs, on va en reparler dans un instant. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, Stéphanie Bosseron, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que finalement concevoir ce champ de Higgs, c'est aussi remonter aux tout premiers instants de l'univers? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début, avant que les particules acquièrent une masse? Euh, Avant que les particules acquièrent une masse, au tout début de l'univers, en fait. Comment est-ce que ce champ de Higgs a interagi avec les toutes premières particules dans les premières nanosecondes de l'univers? Alors, il y a eu ce qu'on appelle une brisure de symétrie, qui fait que ce champ de Higgs a déterminé une seule valeur, et à partir de là, on a toutes les différentes masses des particules qui ont été générées. Mm. Elisabeth Petit, sur cette question? Oui, et d'ailleurs, ça fait partie, justement, bon, on reviendra sûrement à la fin, de ce qui reste encore à comprendre sur le boson de Higgs, mais c'est ce qui s'est passé à cette, même pas nanoseconde après le tout début de l'univers, que le champ de Higgs avait une valeur nulle, et il s'est passé quelque chose qui a fait que, voilà, ce champ est devenu non nul, et les particules ont acquis une masse, et ce mécanisme-là, et comment ça s'est déroulé, c'est quelque chose pas encore, et qu'on pense pouvoir mieux comprendre en étudiant vraiment précisément ce contenu. Oui, mais alors on est en train de vous perdre un petit peu. Je peux parler bien dans votre micro, Elisabeth Petit, parce que votre voix est très très lointaine. Alors, ça c'est donc pour la théorie. Ça c'est ce que théorisent François Englert, Robert Braut et Peter Higgs en 1964. Le tableau le tableau du modèle standard. Voilà, je cherchais mes mots. Du modèle standard de la physique va se compléter dans le courant des années 70. Comment est-on passé progressivement à la découverte particule après particule? Comment est-ce qu'on l'a rempli finalement, en quelque sorte, ce tableau, Stéphanie Bosseron? Alors, on avait déjà le quark up, le quark down, parce que ça, c'est évident, ça fait partie de nos protons et de nos neutrons. Donc, ça a été observé quasiment immédiatement une fois que la théorie des quarks a été posée
elle a été comblée. On a derrière découvert le Gypsy, qui a permis de trouver le quark strange, étrange en français. Et son nom vient effectivement du fait que ça a été un petit peu une surprise parce que c'était avant que on ait théorisé il y a six quarks. Et pour l'associer au quark strange, il y a eu le charm. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Le gypsy, c'est sur le charm. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais avec un tableau devant les yeux, c'est plus simple. Donc vous en faites pas, allez-y. Donc le strange et le charm, effectivement. Il y a le charm donc qui vient se superposer en lien avec le quark strange. Et derrière, du coup, une fois qu'on en a trouvé quatre, la théorie nous a dit qu'on devait en avoir six. Hein. Donc on a continué à chercher et on a trouvé le quark B, donc à beauté et ou Bota, automne, oui, le pas, voilà. Et du coup, le dernier quark découvert en 95, si je ne me trompe pas, qui est le quark top, en opposition avec Tom Bottom, parce qu'à chaque fois, ils viennent par paire aussi, ces quarks. Encore une fois, je vous suggère, parce que c'est vraiment très parlant, de vous remettre devant ces petits tableaux synthétiques des particules élémentaires qui permet effectivement de comprendre bien comment tout cela s'enchasse. Comment est-ce que ça se passe, Elisabeth Petit? Comment, on a compris que c'est un niveau d'énergie, une fois que le LHC, enfin que le LEP, puisqu'au début c'était un collisionneur électron-positron, s'est transformé en LHC, c'est-à-dire en collisionneur de hadrons, en collisionneur de protons. Comment est-ce qu'on a trouvé en fait ce boson de Higgs? Parce que il a une durée de vie extrêmement courte. Comment on le voit pas directement? Essayez de nous expliquer un peu en quoi consiste la procédure et comment il est apparu. Alors effectivement, le boson de Higgs, on ne peut pas le voir directement et on le produit dans nos accélérateurs parce que donc on va, grâce à l'accélérateur, faire ce qu'on appelle des collisions de protons. Donc les protons, c'est des noyaux de l'hydrogène. Et en fait, ces collisions, ça va créer une énergie. Et si on reprend la formule célèbre E égale mc2, à partir de l'énergie E, on peut créer de la masse m. Et donc, en fait, dans ces collisions, on va créer plein de particules. Ça peut être des bosons de Higgs, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et ce boson de Higgs, lui, il a une durée de vie très très courte. Il est très furtif. Et il va se désintégrer dans d'autres particules qu'on connaît et qui vont aller dans nos expériences, ce qu'on appelle les détecteurs. Et en fait, notre travail, ça va être un travail un peu d'enquêteur, c'est de regarder les traces qui ont été laissées par la désintégration du boson de Higgs et à partir de ces traces, voilà, suivant le nombre de traces qu'il y a eu, leur direction, tout ça, de comprendre est-ce que dans cet événement-là, ça a été un boson de Higgs ou ça a été quelque autre chose. Mhm. Et une des grandes chances qu'on a eues, c'est que la théorie prédisait que le boson de Higgs pouvait se désintégrer dans un certain nombre de types de particules, qui fait que ça nous permettait d'avoir justement différentes façons de le chercher et de mettre tout ça ensemble pour voir si ça faisait une image cohérente. Hmm. Et en l'occurrence, cette image cohérente, on l'a obtenue. Il faut bien comprendre ça, c'est assez important, je pense, Stéphanie Bosseron, c'est que beaucoup de ces particules ont encore une fois des durées de vie extrêmement brèves, en tout cas seules, et donc on en aperçoit encore une fois que la trace, que les pas dans la neige en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, quand on va produire une nouvelle particule, généralement, elle se désintègre avant même d'arriver dans notre détecteur. Et ce qu'on va observer dans notre détecteur, c'est simplement les produits des désintégrations de cette particule. Et les produits des désintégrations, ce sont les produits des désintégrations dans des particules stables. Donc, on peut avoir une cascade, une désintégration en cascade de particules qui sont instables, donc on ne va pas pouvoir détecter. Mais par contre, à la fin, on a toujours un certain nombre de particules stables. Donc la manière dont on travaille, c'est que quand on cherche un phénomène précis, un phénomène nouveau, on va faire une simulation à partir de la théorie qui nous dit, voilà, vous allez produire de telle manière telle particule, et la théorie va aussi nous dire, cette particule doit se désintégrer de telle manière. Avec cette simulation, on la passe dans la simulation de nos détecteurs, et du coup, on va regarder quelles sont les traces que l'on doit observer dans notre détecteur pour observer le processus que l'on cherche à la base. Le seul problème, c'est que ces traces, ça peut être aussi laissé par d'autres phénomènes qui proviennent du modèle standard et qui ne correspondent pas au processus que l'on cherche. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment une aiguille dans une meule de foin
avec le signal que l'on cherche, donc qui peut être un boson de Higgs, mais aussi d'autres choses, et la mode de foin qui est tous les autres processus du modèle standard, certains qu'on a étudiés depuis des années 60, mais qui sont toujours présents, et qu'il faut qu'on arrive à séparer entre le signal et le bruit de fond. D'où des calculs relativement intenses et un temps pour faire ces recherches qui n'est pas de l'immédiateté. Pour avoir juste un ordre de grandeur, on arrive, il faut combien de collisions, la collision de combien de particules pour arriver à produire de manière certaine un boson de Higgs à la louche, hein. Vraiment, je vous demande pas à la virgule près le quoi s'en faut, mais qui veut répondre? Stéphanie Bosseron, vous avez une idée de ça? J'ai pas les chiffres en tête, Elisabeth. Elisabeth, ça doit être 1 milliard. Oui, je crois que c'est ça. Oui, alors, si je me trompe pas dans les chiffres, on a à peu près 1000 millions de collisions par seconde et on attend un boson de Higgs toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ouais, donc c'est beaucoup plus que ça. Ouais, et voilà, c'est à peu près, je pense, quelque chose comme une chance sur 200 millions. Enfin, on ferait mieux de jouer au loto, c'est ce truc qui est avoir un boson de Higgs dans une collision de... Mais l'avantage, c'est qu'avec le CERN et le LHC, on gagne contrairement au loto. En tout cas, on a gagné en 2012 l'observation de ce boson de Higgs. On va regarder, on va examiner ensemble ce qui s'est passé depuis 2012 parce que ce n'était pas tout que de l'observer, ce boson. Il a fallu en comprendre beaucoup de caractéristiques et c'est ce que nous allons vous raconter dans quelques secondes musicales. Nous parlons de collisions et de quelles collisions, celles qui ont permis de découvrir le boson de Higgs au CERN il y a quasiment 12 ans, jour pour jour, puisque c'était le 4 juillet 2012. Nous en parlons avec Stéphanie Bosseron, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut de physique des deux infinies de Lyon et spécialiste de l'une des deux expériences qui a permis de découvrir ce boson de Higgs, l'expérience CMS, et Elisabeth Petit, chercheuse de CNRS au Centre de physique des particules à Marseille et membre de l'autre expérience, la collaboration Atlas au CERN. Alors peut-être une question avant d'entendre le reportage. Pour vous deux, puisque je le disais, la découverte du boson de Higgs a marqué à la fois la fin d'un voyage, mais également le début d'un autre, puisqu'il restait encore beaucoup de choses à apprendre de ce boson. Quelles étaient les choses que l'on a cherchées depuis 2012, Stéphanie Bosseron? Alors, on a cherché à bien caractériser pour savoir si la nouvelle particule qu'on avait vue était bien le boson de Higgs. Parce que généralement, comme je vous ai dit, on s'appuie sur une simulation, donc on savait que les traces correspondaient à la simulation, mais l'inverse n'était pas forcément, la réciproque n'était pas forcément vrai. Donc il a fallu le caractériser. Le premier a été son spin, sa rotation, son type de rotation, parce que c'est quelque chose de extrêmement spécifique pour le boson de Higgs, il est de spin 0. Donc ça, en regardant certains désintégrations, etc., que l'on a pu observer, on a pu mesurer la valeur de son spin pour s'assurer qu'effectivement c'était correctement un boson de spin 0. Après, on a regardé aussi sa largeur. Bien évidemment, faire une mesure extrêmement précise de sa masse, mais ça, on est toujours en train de le faire. Et puis, les couplages aux différentes autres particules que l'on étudie à l'heure actuelle. Un mot là-dessus également, on va reparler évidemment de sa masse parce que c'est très important. Et également une question qui s'appelle l'autocouplage, mais on va revenir dans quelques minutes, Elisabeth Petit, sur cette question. Oui, là, je pense que Stéphanie a déjà fait tout le programme de l'étude du boson de Higgs en lui-même. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir découvert cette particule, ça nous a aussi donné des idées pour chercher d'autres théories qui seraient pas le modèle standard, qui impliqueraient ce boson de Higgs. Donc c'est aussi tout un autre champ, qu'on fait dans nos expériences, de chercher quelque chose qui n'est pas la théorie du modèle standard et qui implique un boson de Higgs. On va rediscuter de tout ça, mais pour commencer, l'une des premières et intéressantes expériences sur ce boson de Higgs, c'est, on en parlait tout à l'heure avec vous, Stéphanie Bosseron, la question de sa désintégration, en l'occurrence une désintégration particulière en deux quarks bottom. Elle a été observée en 2018. Bonjour Antoine Beauchamp, bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour votre tout dernier reportage, vous êtes rendu dans votre endroit préféré d'Île-de-France. C'est pas évident de transmettre la parole une dernière fois. En tout cas, un grand merci Nicolas pour tout. Voilà Antoine, je me suis rendu à Orsay, où j'ai rencontré Nicolas Morange, qui est chercheur en physique des particules au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie et qui est membre de l'expérience Atlas au CERN. Nicolas Morange a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2020 pour ses travaux de recherche sur le boson de Higgs, et notamment pour cette mise en évidence de la désintégration du boson en deux quarks B. Il nous explique comment lui et ses collègues ont relevé le défi de l'observation de cette désintégration
et les pistes que cette découverte ouvre concernant notre compréhension du boson de Higgs. Moi, je me suis particulièrement intéressé à un de ces modes de désintégration qui est la désintégration en une paire de quarks B, qui a été un peu difficile à mettre en évidence et qu'on a observé pour la première fois en 2018, donc 6 ans après la découverte originelle. Quelles ont été les principales difficultés justement à mettre en évidence cette désintégration du boson de Higgs en deux quarks bottom? Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, c'est la désintégration la plus fréquente du boson de Higgs, et de loin. Et pourtant, ça nous a pris très longtemps à la mettre en évidence parce que il y a ce qu'on va appeler un grand bruit de fond sous le signal qu'on veut mesurer. Ce qu'on va appeler du bruit de fond, en fait, c'est d'autres produits de collision proton-proton au LHC qui conduisent à des particules détectées dans nos détecteurs, donc extrêmement proches de ce qu'on recherche. Et pour cette désintégration en paire de quarks B en particulier, ce niveau de bruit de fond, il est très élevé et donc c'est compliqué d'obtenir, enfin de visualiser le signal. Et il faut accumuler beaucoup de données et mettre en œuvre des techniques expérimentales assez avancées pour réussir à faire sortir cette observation. Quelles techniques, par exemple, vous ont permis de nettoyer ce bruit-là pour mettre en évidence cette désintégration? Alors, une technique expérimentale très importante, c'est d'essayer de savoir si ce qu'on va appeler un jet, donc un quark dans le détecteur, est vraiment un quark B ou un autre quark plus léger. Donc, expérimentalement, on peut le distinguer, mais c'est pas facile. Et donc, on a besoin de techniques extrêmement avancées pour savoir si un quark est un quark B ou pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est de mettre en œuvre vraiment des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle relativement avancées pour, on va dire, corréler l'ensemble des signaux qu'on observe dans le détecteur et savoir si ça vient de ce qu'on recherche ou si ça vient d'un autre processus qui lui ressemble. Alors, à partir de ce que vous avez mis en évidence, donc mise en évidence qui vous a valu quand même la médaille de bronze du CNRS, félicitations au passage. Qu'est-ce qu'on tire comme fil pour d'autres travaux de recherche? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information, cette mise en évidence de la désintégration du boson de Higgs en deux quarks B? C'est vraiment à mettre en relation avec l'ensemble des recherches qui sont effectuées sur le boson de Higgs. C'est vraiment, on a un puzzle avec beaucoup de pièces. Cette pièce-là a été très importante parce que comme c'est le mode de désintégration le plus probable, ça a des conséquences quand on met ensemble la totalité de nos mesures pour aller ensuite vraiment mesurer la force des interactions entre le boson de Higgs et les autres particules du modèle standard. Et donc voilà, c'est vraiment l'ensemble du contexte qui est intéressant. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est de regrouper l'ensemble des résultats des mesures dans tous les canaux que l'on recherche, canaux qui se différencient à la fois par la manière dont le boson de Higgs est produit et par la manière dont il se désintègre. Et donc la combinaison de l'ensemble de ces canaux, c'est ça qui nous donne la représentation, l'image la plus précise et la plus complète du boson de Higgs aujourd'hui. Donc c'est votre pierre à l'édifice que vous avez apporté en mettant en évidence cela. Est-ce que vous poursuivez ces travaux autour du boson de Higgs? Il va y avoir un troisième run de collision à venir. Quels vont être vos travaux à vous autour du boson de Higgs, si tant est qu'ils tourneront directement autour de ce boson, ou bien voilà, comment vous allez poursuivre votre chemin de recherche autour de ce boson-là? Personnellement, ça fait maintenant eh bien, un peu plus de 10 ans que j'ai fait des études autour du boson de Higgs, d'abord avant sa découverte, puis depuis sa découverte. Donc là, il est temps pour moi de faire un petit pas de côté, pas très loin, puisque donc le boson de Higgs, c'est la pierre angulaire de ce qu'on appelle la théorie électrofaible, hein, qui unit l'interaction électromagnétique et l'interaction faible. Et je vais m'intéresser à un autre aspect de cette théorie électrofaible, qu'on appelle les processus de diffusion de bosons-vecteurs, qui permettent de regarder cette théorie dans des recoins à très haute énergie où elle n'est pas encore très bien connue, et on espère potentiellement trouver de la nouvelle physique. Mais ce faisant, indirectement, en fait, ça permet aussi d'apprendre des choses sur le boson de Higgs. Ce qui est tout simple à dire, c'est que aujourd'hui, on a à notre disposition environ 30 fois plus de bosons de Higgs que ce qu'on avait le jour de la découverte. Et donc avec 30 fois plus, forcément, on a une vision bien plus précise de l'ensemble de ses propriétés, de sa masse, de la manière dont il interagit avec les autres particules du modèle standard. Et de cette manière-là, on peut vraiment aller tester en détail les prédictions de la théorie et voir s'il y a des déviations qui indiqueraient des problèmes dans la théorie du modèle standard. La semaine dernière, dans notre émission, on parlait aussi d'un projet, alors là, c'est vraiment au long cours, de FCC, de ce grand collisionneur de 100 km de diamètre, qui est à l'état de projet, bien sûr, actuellement,
comment est-ce que on pourrait intégrer cette question du boson de Higgs à ces attentes autour du FCC concrètement? Voilà, est-ce que le boson de Higgs va être aussi encore plus percé à jour par ce potentiel FCC, sachant que on ne sait pas s'il verra le jour ou pas. Oui, 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 alors c'est un projet très ambitieux qui personnellement m'intéresse beaucoup, auquel je contribue un petit peu. C'est la machine de rêve pour étudier en détail le boson de Higgs à l'horizon quelques dizaines d'années. Ça permettra de produire quelques millions de bosons de Higgs, mais je vous parlais de bruit de fond tout à l'heure, cette fois-ci, le bruit de fond, il est quasiment inexistant. Et donc, on peut vraiment exploiter chaque collision en détail, et ça va nous permettre de gagner vraiment des ordres de grandeur sur la mesure des proximités de bosons de Higgs. Et c'est très complémentaire avec ce qu'on fait au LHC. Le LHC permet d'aller regarder des modes de bosons de Higgs très rares. Le FCC permet d'aller regarder des modes qui sont expérimentalement plus difficiles, qu'on ne peut pas faire au LHC. Et donc ça va permettre de mesurer certaines propriétés qui sont inaccessibles complètement au LHC. Et pour d'autres propriétés comme les interactions avec des particules qu'on peut regarder au LHC, ça va nous faire gagner des facteurs ou des ordres de grandeur vraiment sur la précision de nos mesures. Et donc vraiment pousser en détail cette compréhension du modèle sombre. Je me retourne vers mes deux invités, Stéphanie Bosseron et Elisabeth Petit, une réaction peut-être à ce reportage et à cette étude autour de la désintégration du boson de Higgs. Stéphanie Bosseron. Alors effectivement, comme Elisabeth l'a déjà dit, on ne connaissait pas la masse du boson de Higgs à laquelle on devait le chercher. Et en fonction de sa masse, ce boson de Higgs va avoir différents canaux de désintégration. Donc maintenant qu'on l'a trouvé, on connaît quelle est la fraction des événements qui doivent apparaître dans un état final, dans une certain type de désintégration plutôt qu'une autre. Et on connaît ça par la théorie, mais du coup, on confronte nos mesures expérimentales à ce que la théorie nous donne pour vraiment s'assurer que c'est vraiment un boson de Higgs. Elisabeth Petit sur ce reportage. Oui, alors très très belle analyse, très compliqué comme Nicolas modestement souligné. Mais en fait, justement, ça, c'est une des dernières mesures qu'on a faites au bout de 10 ans. Parce qu'en fait, justement, on dit que le boson de Higgs interagit avec différentes particules et on essaie de mesurer cette interaction. Et donc là, pour l'instant, on a mesuré cette interaction aux autres bosons, donc le boson W et Z notamment, mais aussi à ce qu'on appelle la troisième famille des particules. Donc, pour les gens qui visualisent la table, en fait, on fait très un jeu de cette famille, mais en fait, on a trois familles de particules. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Et pour l'instant, justement, avec cette dernière mesure, on a montré, enfin, on a pu mesurer l'interaction du boson de Higgs avec toutes les particules de cette troisième famille qui sont de lepton tau, le quark top et le quark B. Donc ça, c'est une espèce de, voilà, on a fini ce bout du puzzle, comme disait Nicolas, avec les données enregistrées. L'autre élément important, et vous l'évoquiez l'une et l'autre, parce que ça a donné lieu à plusieurs séries de mesures qui s'approchaient toujours un petit peu plus près, c'est la question de la masse de ce boson de Higgs. On l'a dit, ce boson de Higgs, ce fut une surprise. Il est plus léger que ce que l'on imaginait. On pensait qu'il serait plus lourd. Il est aux alentours de 125 giga électronvolts. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, Stéphanie Bosseron, de connaître précisément sa masse? Les mesures les plus précises aujourd'hui sont une approximation de 0 à 0,1%, ce qui est relativement précis, mais pas si précis que ça en physique des particules. Exactement, parce qu'en fait, il y a une corrélation entre la masse du W, la masse du quark top et la masse du boson de Higgs qui nous est donnée par la théorie. Et on s'attend à ce que, en ayant une mesure précise, on puisse avoir cette corrélation qui est définie. Donc avant, on essayait de contraindre la masse du W et la masse du quark top pour nous donner une fenêtre sur le boson de Higgs, mais cette fenêtre restait quand même relativement large, de quelques centaines de GeV. Donc on n'avait pas réellement de précision. Maintenant qu'on va être capable d'avoir cette mesure précise, on va du coup avoir cette corrélation qui va devenir de plus en plus précise
Et si les trois ne sont pas en accord, ça peut nous donner des pistes vers au-delà du modèle standard, parce qu'on sait que le modèle standard, même s'il fonctionne très bien, on sait que ce n'est pas notre théorie finale. On sait qu'il y a des choses au-delà du modèle standard, et c'est ce qu'on continue à chercher également au LHC. Oui, bien sûr. Ce qui est important, et je vous renvoie d'ailleurs à l'émission que nous avions faite la semaine dernière sur le FCC, puis on va en reparler dans un instant du FCT. Mais ce qui est important, Elisabeth Petit, de comprendre, c'est que ces mesures de précision, elles sont très importantes parce que l'on pense que c'est précisément dans ces très très petits décalages à très très petite échelle que l'on peut trouver justement les portes d'entrée, des toutes petites portes d'entrée certes, mais les portes d'entrée vers ce qui serait les apories de ce modèle physique, ou en tout cas vers le point de départ d'une façon de compléter ce fameux modèle standard. Oui, effectivement. Donc, pour l'instant, les mesures qu'on a faites sont compatibles avec le modèle standard, mais en fait, ce qui compte, c'est la précision à laquelle on mesure et comment ça se compare à la théorie. Et donc, pour l'instant, on mesure, par exemple, les couplages avec des précisions entre quelques pourcents et 20%. Ouais. Et or, on sait que donc, d'autres modèles qui seraient plus vastes que le modèle standard prévoiraient des déviations de l'ordre de quelques pourcents. Donc, il faut vraiment atteindre des précisions meilleures que quelques pourcents pour pouvoir voir une déviation à la théorie. Hmm. Sur cette question, ou en tout cas sur ce postulat de la faible masse du boson de Higgs, j'ai lu quelque chose, une théorie en tout cas intéressante. Je sais si vous pouvez m'en dire un mot l'une et l'autre, c'est la théorie du Big Crunch, une théorie selon laquelle, à ses tout débuts, l'univers était en fait un ensemble de nombreux univers, mais que tous ceux avec un Higgs trop lourd se seraient effondrés, alors que ceux contenant un Higgs léger ont survécu à cet effondrement. On est à quel niveau de spéculation sur cette théorie du Big Crunch, Stéphanie Bosseron? Euh, il me semble que le Big Crunch a été exclu, mais je suis pas complètement certaine là-dessus. Elisabeth, Elisabeth Petit? Bon, non plus, c'est vrai que c'est des belles expériences de pensée, ouais, sûrement très 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 sérieuses, mais là, je peux pas vraiment commenter. Alors, on va passer à autre chose qui est tout aussi passionnant, c'est la question de donner, en fait, de considérer ce boson de Higgs comme une particule, alors ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, hermaphrodite, c'est en fait la question de l'autocouplage, puisque le boson de Higgs ayant lui-même une masse, c'est-à-dire ça veut dire qu'il se transfère ou qu'il se donne lui-même sa masse. Et ça, pour le moment, on a du mal à en faire l'expérience, ou en tout cas à en trouver des traces observationnelles dans les actuels collisionneurs. Vous pouvez m'en dire un mot, Stéphanie Bosseron? Effectivement, on fait des recherches d'autocouplage du boson de Higgs parce que ce serait très intéressant de le mesurer, encore une fois, pour être une fenêtre potentielle vers des phénomènes au-delà du modèle standard. Mais ces phénomènes sont extrêmement rares et nous n'avons pas encore accumulé suffisamment de collisions pour avoir la chance d'en observer ne serait-ce que quelques phénomènes. Peut-être que l'on en a trois ou quatre, mais chez nous, c'est pas suffisant pour être capable de dire que statistiquement, on a observé un tel phénomène. Donc on continue à mettre des limites, on raffine aussi notre technique d'analyse hein, de manière à identifier un maximum de ces signaux, mais à l'heure actuelle, on ne place que des limites par rapport à ce que l'on s'attend réellement. Elisabeth Petit, sur cette question de l'autocouplage, ce serait un phénomène tout à fait nouveau en termes de physique des particules, et pour le coup, ça nous ferait avancer d'un cran dans la complétude, ou en tout cas dans la connaissance finalement de ces mécaniques d'attribution de masse par le boson de Higgs. Oui, c'est ça, on parlait du début de l'univers et qu'est-ce qui s'est passé à ce tout début de l'univers, pourquoi ce champ de Higgs a acquis cette valeur. Et justement, en fait, en mesurant cet autocouplage, on pourrait essayer de comprendre justement comment s'est passée on va appeler une transition de phase en physique, donc cette transition. Est-ce que ça a été une transition douce, comme par exemple quand vous faites chauffer doucement de l'eau et puis elle s'évapore, ou est-ce que c'était une transition plus radicale, vous faites chauffer de l'eau, des bulles apparaissent, et là on a fait ce changement de phase. Donc voilà, en fait, comprendre cet autocouplage, ça permettrait de comprendre ce qui s'est passé
Et le lien qui est aussi très intéressant avec la cosmologie, c'est que suivant justement certains modèles, cette transition a été brusque et non pas continue. Ça aurait pu produire des ondes gravitationnelles primordiales qu'on pourrait peut-être observer un jour dans nos détecteurs aussi. Donc là, on est en train là, on est même plus en train de faire une description complète de l'infiniment petit, mais on fait l'infiniment petit et l'infiniment grand, hein, enfin. Ouais. Alors, si on regarde maintenant un peu vers le futur, avant le FCC, qui ne va certes pas entrer en service immédiatement, il y a déjà une amélioration du LHC, le LHC haute luminosité. L'ambition est de créer 10 fois plus de collisions. Est-ce que il y a aujourd'hui, on nourrit un espoir que ce LHC haute luminosité produise suffisamment de Higgs pour nous permettre de voir certains de ces phénomènes que vous venez de décrire, comme par exemple l'autocouplage, ou pour affiner encore un peu plus les questions relatives à la masse. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Stéphanie Bosseron? Effectivement, le HLLHC, qui est la phase après, va nous permettre d'augmenter la quantité de collisions d'un facteur vraiment très impressionnant. Et à ce moment-là, on devrait commencer à pouvoir atteindre les autocouplages du Higgs et continuer du coup à chercher aussi toutes les autres recherches au-delà du modèle standard que l'on fait en parallèle des mesures de précision que l'on peut faire sur le Higgs. Comme quoi, par exemple, vous en avez quelques-unes en tête dont vous pourriez nous donner des exemples? Par exemple, moi, je travaille sur le vector-like quark, hein, qui se désintègre quand en un quark top et un boson de Higgs. Et évidemment, j'ai commencé cette recherche une fois que le boson de Higgs a été plus ou moins découvert. Donc, c'est des types de particules qui sont prédites par différents modèles théoriques et qui nous permettraient d'expliquer des phénomènes au-delà du modèle standard, mais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas réussi à découvrir parce que les probabilités de production sont relativement faibles, plus on estime que la masse de ces particules est élevée. Donc il nous faut de plus en plus de collisions pour pouvoir atteindre des masses de plus en plus élevées sur ces particules que l'on recherche. Un mot également, Elisabeth Petit, on le disait dans cette émission consacrée au FCC la semaine dernière, que l'intérêt aujourd'hui du CERN et d'autres d'ailleurs organismes de recherche, notamment au Japon ou aux États-Unis, c'est de produire des usines à Higgs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en produire autant? Qu'est-ce que ça veut dire ces usines à Higgs? On a besoin d'en produire autant parce que pour l'instant, donc on a pu voir les modes de désintégration principaux, mais il y a des modes de désintégration beaucoup plus rares. Donc je vais parler des familles. Là, on a vu la troisième famille, la deuxième, voire la première famille. Là, c'est quelque chose de tellement rare parce que ces particules sont tellement légères que leur interaction est très très faible et donc ça arrive très peu souvent. Donc voilà, je parlais de l'auto. En fait, on achète beaucoup de tickets de l'auto pour essayer d'avoir une chance de voir ces processus très très rares. Ouais. Un mot là-dessus aussi, Stéphanie Bossereau, sur cette notion d'usine à Higgs qui a l'air d'être vraiment le centre de la recherche des futurs accélérateurs et des futurs collisionneurs qui sont en construction ou en projet de construction. Mais en fait, c'est aussi relié au phénomène au-delà du modèle standard que l'on cherche. On sait qu'ils sont là, on a des signes, mais par contre, il y a énormément de théories qui peuvent expliquer l'ensemble de ces signes. Donc, si on arrive à aller plus dans un canal particulier, si on voit un certain type d'interaction sur le boson de Higgs avec certains types de particules, ça va pouvoir nous aiguiller dans une certaine direction. Donc c'est aussi pour ça, dès qu'on a découvert une nouvelle particule, il faut qu'on l'étudie à fond pour vraiment comprendre toute sa finalité et toute sa théorie qui est sous-jacente. Et pour le faire, on a besoin d'une multitude. Là, à l'heure actuelle, le LHC aussi produit des millions de quarks top et on continue à étudier le quark top, bien qu'il ait été découvert en 95 parce qu'il nous révèle des choses et il pourrait être aussi un vecteur pour les théories au-delà du modèle standard. Donc c'est normal de vouloir produire des millions de ces particules de Higgs pour pouvoir vraiment l'identifier avec des précisions qui sont inférieures au pourcent parce que c'est ce qu'on a besoin.